Alors, j'ai connu André Bello dans des circonstances, je dois dire, improbables, étant donné les 16 années qui nous séparaient en âge. Pourtant, malgré cet écart, qui était dans les faits l'écart d'une génération, c'est clair que des gens de mon âge n'appartiennent pas à la génération de liberté. Malgré cet écart, donc, nous avons presque quotidiennement fréquenté pendant 3 années, entre 1966 et 1969, les mêmes salles de classe à l'Université de Montréal, partagé de nombreux cours, vécu ensemble de grands enthousiasmes et forcément aussi quelques déceptions. Bello, qui était déjà un homme d'âge mûr et un collaborateur régulier depuis sa fondation, j'avais 13 ans en 59, un collaborateur régulier à la revue Liberté, ne passait pas inaperçu parmi notre groupe de jeunes baby boomers inscrits à la licence, le bac spécialisé d'aujourd'hui, une cohorte qui comprenait entre autres, et je sais que Robert Dion me disait que Bello a évoqué cet épisode-là, comprenait entre autres Robert et Charlotte Melançon, Denise Desautels, André Gervais, le poète Jacques Boulris, le romancier Jean-Marie Poupard, qui est décédé, puis commençait d'ailleurs à publier ses premiers livres à ce moment-là. Bello, qui entreprenait sur le tard des études littéraires, en imposait par sa prestance, par sa sagesse et sa culture dépourvue du moindre paternalisme, et il était surtout un très agréable et jovial compagnon d'études, bien que parfois harassé, comme nous tous, par les hautes exigences de nos cours de philologie, obstacle obligé sur la voie du diplôme et qui pouvait paraître un anachronisme dans le contexte de modernisation frénétique qui animait la société de l'époque. Et vous allez voir que je retrouve par là la citation que Benoît Melançon faisait tout à l'heure de Bello au sujet de ses cours de philologie. La conjoncture historique faisait en sorte que nous assistions en direct à la naissance de la littérature dite québécoise et à l'intense déploiement critique qu'elle suscitait, notamment au département d'études françaises que nous fréquentions. Tout ou presque était à faire, mais outre nos professeurs de littérature québécoise, très engagés dans cette entreprise de lecture, de relecture et d'interprétation, dont Gilles Marcotte, que Bello et moi allions tous deux retrouver comme directeur de thèse dans les années 70, lui pour le romancier fictif, et moi pour la poésie, de Ouellette, Miron et Lapointe. Donc, nous profitions aussi du savoir de nombreux professeurs français de qualité et à l'occasion de professeurs invités de haut calibre. Dans un article sur la Sagouine d'Antonine Maillet, paru en 1973, André Bello évoque implicitement l'un de ses cours, quand il dit fonder certains de ses commentaires concernant la langue de la Sagouine sur le manuel de phonétique historique d'Édouard Boursier, que vous avez sûrement tous lu, ce vieux traité, écrit-il, de mes années de licence. Quoi de plus ennuyeux en apparence, quoi de plus tatillon et technique que la phonétique historique? Mais notre professeur était Georges Straka, une sommité de l'Université de Strasbourg, un érudit d'origine tchèque, survivant de Buchenwald, ce que j'ignorais à l'époque, un homme qui incarnait la plus haute culture européenne, polyglotte, mouvante, riche de mémoire et de multiples interactions entre les peuples. Avec ce maître, une matière à première vue ingrate se transformait sous nos yeux en une aventure palpitante aux allures d'enquête. Le sujet du cours, ce n'était pas l'évolution du sens des mots, mais de ce qu'ils ont de plus organique, de plus physique, les sons, les articulations phoniques dont ils sont faits. Straka nous apprenait par exemple que l'accent tonique des Francs, venus des régions germaniques, pour coloniser la moitié nord de la Gaule, avait été un facteur décisif dans la chute des voyelles finales dans la langue d'Oil, dite d'Oil, expliquant que le français soit la seule langue romane avec des finales en E muet. Chaque phénomène exigeait un examen, une confrontation des faits, une remontée dans l'histoire. Pourquoi le terme latin caput avait-il donné en français chef, comme caminus avait donné chemin? Dans son article sur la Sagouine, Bello montre qu'il avait retenu le terme technique de palatalisation, qui décrit un phénomène courant dans les langues européennes, par lequel le C dur, le K, devient la consonne chuintante ch. Mais l'essentiel se trouvait dans la vision linguistique qui se dégageait d'un tel cours. Nous devenions superlativement conscients du fait, pourtant évident, que la langue que nous parlions était le résultat transitoire d'un long processus évolutif, d'une myriade d'événements ponctuels et souvent microscopiques, liés à des circonstances historiques, à des mouvements de peuple, tout autant qu'à des lois physiques.
Organisme vivant, la langue était faite avant tout de mutations et de transformations multiples. Son caractère structuré et stable recelait une profonde mouvance, une instabilité constitutive, ne se limitant évidemment pas au seul niveau phonologique, mais touchant aussi bien les aspects syntaxiques, morphologiques, sémantiques que l'on nous enseignait dans d'autres cours. Je redonne à cette prise de conscience le caractère un peu naïf qu'elle pouvait avoir pour nous et qu'elle avait sans doute moins pour l'homme de savoir et de culture qui était déjà Bello, donc qui était déjà dans la trentaine avancée, 37-38 ans. Il n'empêche que cette conception dynamique et plurielle, organique et historique de la langue, on allait la retrouver partout, comme vous le savez, dans ses essais des années 70 et 80, comme les notions fondamentales de mouvement et de transformation. Cet héritage philologique, je suis convaincu qu'il a joué un rôle important dans le fait que les positions de Bello en faveur de la loi 101 et de l'unilinguisme institutionnel au Québec se sont toujours accompagnées d'une vive dénonciation de toute attitude purement protectrice et conservatrice de la langue, une attitude que je n'ai fait moi-même que rappeler par certaines de mes propres interventions dans Le Devoir et dans Liberté, en invitant d'ailleurs mes lecteurs à aller relire Bello, puisqu'en fait, j'ajoutais peu de choses à ce que lui avait déjà dit. Mais je pense que c'était bon de le rappeler 30 ans plus tard. À la lumière d'une telle perspective, faut-il s'étonner que Rabelais, écrivain par excellence de la transformation dynamique et de la multiplicité, ait surgi au détour du chemin? Toujours est-il que durant notre dernière année de licence, s'amena un autre professeur invité, venu cette fois de l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors que Straka arborait tout le panache et toute l'autorité intellectuelle d'un vrai maître, Michael Barras était un petit homme d'allure timide, nullement flamboyant et encore moins rabelaisien, mais ce contre-emploi n'allait pas l'empêcher de nous faire faire un voyage mémorable au pays de Panurge et de Pantagruel. Les œuvres de Rabelais et de Bakhtin sont si étroitement liées dans les écrits de Bello, et pas seulement dans les siens, qu'il faut faire un effort de mémoire pour se rappeler qu'en 1968-69, le livre fameux du grand critique russe, l'œuvre de François Rabelais, La culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, qui a souvent été mentionné aujourd'hui, n'était pas encore paru en français, même si une traduction américaine paraissait justement en 1968, version à laquelle se réfère Bello dès 1969 dans son essai Bakhtin et le multiple. C'est le premier article rabelaisien, mais plus sur Bakhtin que sur Rabelais. Rabelais sans Bakhtin, c'est devenu à peine imaginable aujourd'hui. Les cours de Barras étaient certes sensibles aux violentes et constantes discordances de l'œuvre rabelaisienne. Ils ne pouvaient ignorer le rôle capital qui jouait le gigantisme et les autres formes du multiple, mais il était en même temps plus proche de la pensée humaniste que du carnavalesque tel qu'allait le populariser Bakhtin. Bello, au début de sa conférence sur la littérature québécoise prononcée à l'Université de Jérusalem en janvier 1972, qui a été évoquée ce matin, salue au début de sa conférence la présence dans la salle de Barras en disant lui devoir je cite, un élargissement essentiel de son expérience et de sa conception de la littérature. Je dirais en passant d'ailleurs que c'est ce même cours qui allait dans une grande mesure motiver aussi mon propre modeste parcours rabelaisien. Du point de vue de la question du multiple, il est éclairant de comparer les approches de Bello et de Barras, une comparaison facilitée par la parution du livre Rabelais et la joie de la liberté, publié chez José Corti par le professeur israélien en 1983, donc beaucoup plus tard. Un livre qui peut prendre acte, évidemment, cette fois, de la contribution de Bakhtin, et avec lequel, d'ailleurs, il dialogue très fréquemment. Mais tout d'abord, de quelle multiplicité parle-t-on? Tous les lecteurs de Rabelais s'y sont bien sûr mesurés avec des sentiments tantôt d'exaltation, tantôt de désarroi. Cette multiplicité, elle me paraît essentiellement de deux ordres. D'un côté, l'abondance et de l'autre, la discordance. Non seulement Rabelais adore-t-il en effet le pluriel sous toutes ses formes, à commencer par les grandes étendues, les grands nombres, il préfère toujours les millions et les milliards à des nombres plus modestes, mais il pratique aussi superlativement les illogismes, les coq à l'âne, les incohérences et parfois même les contradictions. Devant l'abondance ou la profusion rabelaisienne, tant Barras que Bello ont recours à des notions qui font partie désormais
peut dire de l'arsenal des lecteurs de Rabelais. Le carnaval, le jeu, la fête, le comique, la joyeuse folie, la dépense gratuite, sont autant de termes qui permettent de lire le multiple sous l'angle de son intarissable générosité, donc de son abondance, de son caractère englobant et pour ainsi dire cosmique. Dans ce registre, il importe assez peu de se demander pourquoi, par exemple, Panurge croit bon de prononcer 13 monologues en diverses langues ou dialectes à sa première rencontre avec Pantagruel, pour ensuite s'exprimer tout simplement dans le meilleur français de Touraine. Ou encore de s'interroger sur la vive réprobation de Pantagruel à l'égard de la prodigalité de Panurge, gaspillant à mesure son énorme fortune en tant que seigneur de Salmigondin, alors que l'abondance est dans la logique même du gigantisme et que l'éloge des dettes que développe Panurge, si rhétorique et sophiste soit-il aux yeux de Pantagruel, n'en est pas moins un merveilleux tableau de l'interdépendance universelle, aussi bien entre les diverses parties du corps qu'entre les astres. C'est le fameux passage au début du tiers-livre qui est l'éloge des dettes. De ce point de vue, les inconséquences, du point de vue de l'abondance, les inconséquences, les changements de tonalité, les confusions de niveau, tendent tous à confirmer la légitimité du pluriel en lui-même. Or, cela n'est pas si simple. On le voit d'abord à propos de la lecture, certes révolutionnaire et admirable que propose Bakhtin, la plus satisfaisante que l'on ait faite de Rabelais, c'est ce qu'écrit Belleau dans son compte-rendu. À la vérité, si riche et englobante soit-elle, la notion de carnaval, telle que la développe Bakhtin, parvient mal à rendre compte de certains passages, et notamment des passages sérieux des romans rabelaisiens, comme le souligne Barras dans son livre, qui, tout en dialoguant avec Bakhtin, comme je l'ai dit, lui reproche l'erreur d'estimer dépourvu de signification et de valeur les aspects autres que populaires du roman de Rabelais, et il pense notamment au fameux épisode de l'abbaye d'Hélène, qui juge stylistiquement un peu éteint par rapport au reste du Gargantua. Si Belleau évoque les mêmes limites dans le compte-rendu qu'il fait de l'ouvrage de Bakhtin dès 1969, à partir donc de sa version américaine, il faut ajouter qu'il attribue ses réticences aux spécialistes, qui certes, dit-il, et je cite Belleau, les spécialistes chicaneront sans doute le critique russe sur certains aspects non dénués d'importance. En fait, tant le titre que les premières lignes de l'article ne laissent aucun doute, de l'article de 1969, donc, ne laissent aucun doute sur la formidable puissance interprétative que Belleau accorde alors à la notion de multiple, telle que se trouve développée chez Bakhtin et aussi chez le critique allemand Auerbach, parce que dans ce texte-là de 69, il les traite souvent ensemble, Bakhtin et Auerbach, et il écrit par exemple ceci, en simplifiant certes, on peut dire que pour Auerbach et Bakhtin, le multiple, c'est le peuple se manifestant dans la littérature. Il ne sera question que très secondairement de Rabelais dans ce texte. Ce qui est central aux yeux de Belleau, c'est bien sûr la mise au jour par le critique russe d'un puissant mouvement historique par lequel la littérature se carnavalise, au sens où elle s'éloigne de l'idéalisme aristocratique et de son mythe de l'un, l'expression est de Belleau, le mythe de l'un, le mythe de l'unité, pour se laisser envahir par un mélange des genres et des registres dont les sources résideraient dans le folklore et l'ensemble des cultures populaires. Cela dit, à partir donc de ce même point de départ, qui est une sorte d'éloge assez inconditionnel du multiple comme générosité, comme abondance, à partir de ce même point de départ, Barras et Belleau procèdent différemment. Je dirais, en simplifiant à mon tour, que Barras traite le problème du multiple de manière philosophique, tandis que Belleau l'aborde plutôt sur le plan sémiotique. Le titre même de l'ouvrage de Barras, paru en 1983, le suggère, Rabelais et la joie de la liberté. Voici une lecture de Rabelais qui s'inscrit sous le signe de Spinoza. Si le pluriel est partout chez Rabelais, aussi bien dans le gigantisme, dans sa profusion stylistique, que dans son acceptation sans réserve, et Barras le montre bien, acceptation sans réserve par Rabelais de l'idée de pluralité des mondes, une idée défendue par le seul Nicolas de Prusse au XVe siècle et que reprendra après Rabelais Giordano Bruno. Cette pratique effrénée du multiple s'apparenterait, selon Barras, à la vision spinozienne d'un monde dont chaque élément,
dont le moindre fragment contient une infinité d'attributs. Il s'agit donc d'un monde radicalement pluriel dans toutes ses parties, mais que la conscience humaine peut vivre de manière unifiée, d'une manière qui n'est pas très éloignée de ce que Nietzsche appellera la volonté de puissance, c'est-à-dire à partir d'une force intérieure, comme une liberté qui n'est pas la liberté de choisir, car il n'est pas question ici de libre arbitre, mais la liberté de créer dans la joie, corps et âme, loin de toute vision dualiste et moralisante. Bref, c'est l'opposition même entre multiplicité et unicité que surmonterait Rabelais, non pas d'une manière conceptuelle, selon Barras, mais selon une puissance créatrice qui surmonte les oppositions, y compris entre le sérieux et le comique, la culture d'élite et la culture populaire, et qui est la vraie liberté d'être. Je suis conscient qu'un tel résumé là, peut paraître très schématique et abstrait, mais il se concrétise chez Barras par une multitude de lectures ponctuelles, par une proximité constante au texte rabelaisien. Cette proximité est loin d'être absente des commentaires de Bello, surtout dans sa série radiophonique de 1983, donc ses 5 grands entretiens avec Wilfrid Lemoine sur Rabelais. Mais il est révélateur, si l'on reprend l'ordre chronologique, que son compte-rendu inaugural sur Bakhtin et le multiple a été suivi immédiatement, en 1970, par un essai d'une toute autre teneur qui a pour titre « Problèmes et limites de la critique rabelaisienne ». L'évidence et l'exubérance du multiple, rattachée à la notion de carnaval et au mélange des genres, fait déjà place, en 70, à un problème de lecture. D'entrée de jeu, surgit ce passage, à mon avis capital. Bello écrit ceci: « Si Rabelais est capable de penser le tout, par contre, nous ne réussissons pas, voici un autre nous ici, par contre, nous ne réussissons pas à penser la totalité rabelaisienne. Le romancier, faute d'un meilleur terme, et le critique n'entretiennent pas le même rapport avec l'ambivalence et la discontinuité. » On voit d'ailleurs qu'ici, ça n'est plus le multiple comme abondance, générosité, mais justement, dans le deuxième sens que je lui ai donné, c'est déjà devenu le multiple de la discordance, de quelque chose de l'incompatibilité entre les parties, qui est effectivement un problème majeur de toutes les lectures de Rabelais. Ce constat est suivi un peu plus loin d'une observation inquiétante, même si Rabelais, au dire de Bello, n'est jamais inquiétant. C'est ce qu'il dit dans sa série radiophonique. Alors, Bello écrit ceci: « Le seul foisonnement des significations chez Rabelais conduit à tout dire, en fait, à ne rien dire. À quoi la conclusion de l'article apporte une chute à la fois lyrique et dramatique, en suggérant que les remous de l'œuvre rabelaisienne sont peut-être, et je reprends l'expression de Bello, les tourbillons du néant. » C'est une question, certes, posée de manière interrogative, mais l'hypothèse selon laquelle le foisonnement du sens pourrait être un abîme de non-sens n'est pas négligeable dans ce qu'a écrit et dit Bello entre 1970 et 1986. Comme il le fait remarquer d'ailleurs avec un certain sourire au début de ses entretiens de 1983, mais il avait déjà fait la même remarque dans un de ses essais, je cite: « On se demande si Dieu étant unique, la multiplicité n'est pas diabolique. » C'est contre ce diable, il ne faut pas l'oublier, que s'est érigé l'essentiel de la tradition philosophique occidentale. Comment apprivoiser ce diable? Je ferai l'hypothèse que cette possibilité toujours présente d'une mise en échec, voire d'une disqualification du commentaire critique. Et ça survient aussi dans les passages que je ne cite pas. Là. Donc, la possibilité d'une disqualification du commentaire critique chez Bello a une valeur dialogique et créatrice. Le dialogue, c'est celui du critique avec lui-même, confronté à ses limites et même à son impuissance, mais relancé constamment dans son désir de lire. C'est cette tension qui fait en sorte que Bello ne donne jamais l'impression de dominer son objet, mais plutôt chaque fois de le redécouvrir. Les essais majeurs des années 70, je cite les titres: Mouvement, temps et parole chez Rabelais, La perception du nouveau Rabelais et l'Amérique, et finalement le plus étoffé, Le décrochage des signes, le plus connu peut-être aussi. Donc ces essais acquièrent ainsi la qualité d'être à la fois fragmentaires, un peu moins pour le dernier, et pourtant englobants. Le multiple ni irréductible ni à la multitude bactinienne et à sa vision d'une permanence agissante de la culture populaire,
ni à des discontinuités et contradictions qui décourageraient la lecture, mais ce multiple se voit relancé dans une poétique du mouvement et de la temporalité créatrice. Bien qu'il manifeste une importante érudition philosophique sur l'époque de la Renaissance et les fondements de la pensée humaniste, Bello ne traite pas le problème du multiple de manière proprement philosophique. Au contraire de Barras, qui, comme je l'ai dit, fait appel fréquemment d'ailleurs à Spinoza, et qui entre aussi en dialogue critique avec Sartre et Heidegger sur la notion de liberté. En parenthèse, d'ailleurs, je dois dire que j'ignore à peu près tout des lectures philosophiques, du bagage philosophique que pouvait avoir Bello. Mais je dirais qu'en soulignant l'importance du temps du progrès, de l'action efficace et de ce qu'il appelle, je cite à nouveau, la multiplicité mouvante du réel, chez Rabelais, Bello n'en propose pas moins une visée, je veux dire, à tendance philosophique, en tout cas éthique, clairement dessinée dès 1973, et je cite, « Le mouvement se présente chez Rabelais comme un véritable impératif moral, et c'est bien le langage, plus précisément la parole, qui le fonde et l'exprime. » Dans les 3 essais des années 70 que j'ai mentionnés, le même motif se dégage chaque fois. Le multiple se réalise dans une éthique du mouvement, et c'est le langage vivant qui est par excellence son lieu d'accomplissement. Le nouveau, dans l'essai sur Rabelais et l'Amérique, n'est pas une rupture qui disqualifie l'ancien, mais une manière de réagencer le langage, de manière à s'approprier, je cite, tous les niveaux de réalité, de telle sorte que peuvent s'entremêler, dans le quart-livre, les itinéraires modernes tels celui de Jacques Cartier et les parcours anciens et mythiques qui ont nourri au cours des âges le rapport des humains aux navigations. Quant au décrochage des signes, l'essai majeur de 1978, il précise que cette liberté langagière chez l'auteur du Gargantua est liée au fait que les discours et les paroles peuvent s'émanciper de leurs sources, se détacher de leurs instances d'énonciation et circuler ainsi dans une très grande autonomie. Je ferai ici une autre hypothèse, que cette vision d'une multiplicité réalisée par une langue ou une parole constituée de signes mobiles, dynamiques, en symbiose avec le temps humain et l'histoire, est très proche en fait de celle que j'évoquais au début à travers nos cours de philologie de l'université, si peu modernes en apparence. Dans cette optique, le nouveau n'annule pas l'ancien, il se l'incorpore, il reconfigure à chaque moment le pluriel en cohérence, tout en surmontant l'opposition entre l'aléatoire et le déterminisme historique, entre la liberté des locuteurs et la contrainte des lois physiques et linguistiques. Mais en fait, c'est bien sûr Rabelais lui-même, autant que Bello, qui est un maître extraordinaire en philologie, jusque dans le si troublant épisode des paroles gelées du quart-livre, ce chapitre qui ne cessait d'étonner et d'intriguer Bello, et qui semble suggérer, entre autres choses, que la parole humaine est un merveilleux concentré d'espace-temps, la substance d'une mémoire faite d'événements et de lieux pluriels, vers laquelle il suffit de tendre l'oreille pour que, figée, pétrifiée, congelée, elle se remette à résonner et à vivre. Bien sûr, l'omniprésence de l'auteur de Gargantua n'est pas difficile à répertorier dans les écrits d'André Bello. Rabelais est là de toute évidence dans la carnavalisation de la littérature québécoise, bien sûr, comme chez Dostoïevski, Thomas Mann et James Joyce, et chez tant d'autres auteurs contemporains qui permettent en même temps de mieux comprendre sa multiplicité intarissable. Il est là aussi dans de nombreuses caractérisations. Déjà en 1965, dans ce Brahms plutôt surprenant, dont l'un des visages serait celui d'un Rabelais nordique. Dans ce Mère Jean Drapeau, à l'image d'un roi picrocole qui ne fait pas rire. Ou encore dans ce Pierre Elliott Trudeau, pouvant faire penser à un Janotus de Bragmardo, empêtré dans ses sophismes sorbonneurs. Rabelais n'a pas besoin d'être évoqué pour nourrir en creux des essais comme Indépendance du discours et Discours de l'indépendance, dont on a parlé plus tôt, dans lequel l'argumentaire des fédéralistes de Cité libre apparaît figé dans son abstraction et